Bonjour, je suis Gilbert Dawed et je suis accompagné aujourd'hui avec, bien entendu, Nicolas Bonal pour son coup de gueule. Alors, comme le Conseil constitutionnel a approuvé le pass sanitaire, on s'adapte ici et on a appelé notre émission Bonal et le monde d'après. À toi, Nicolas, et à ton coup de gueule. Bon, Le coup de voilà, gueule est terminé. Au revoir les lecteurs. on a tout dit. Voilà. Voilà, on a tout dit. Voilà. Alors moi, que dire? Je suis euphorique. Ouais, j'ai publié Coronavirus et servitude volontaire. J'ai publié Le coq hérétique aux belles lettres en 1996, autopsie de l'exception française, qui avait été d'ailleurs recensé par Le Figaro et par Valeurs Actuelles, qui avait eu même des recensions en Angleterre. Et à l'époque, je m'étais fait connaître en Angleterre par mon ami John Logland, qui était prof à Sciences Po et qui traduisait mes textes. Et il y en a qui parlent d'une dégénérescence récente de l'État français. Moi, je ne la trouve pas tellement récente, cette dégénérescence de l'État français. On peut en parler. D'ailleurs, j'ai écrit un texte que tu devrais passer sur Gobineau et Tocqueville. Et Gobineau parle déjà de l'étatisme forcené des Français. Il dit, peu importe le nom du régime, tout ce que veulent les Français, c'est un État de plus en plus fort. Donc, on en est là, on a un État très fort et apparemment, il est bien suivi par les citoyens. Mon copain Antoine de Vézelay me disait que tout le monde est content de la situation, que mon copain Le Vigan me disait hier que la seule préoccupation des Français, c'est le nouveau variant. Ils sont effarés par ça. Donc, les Français sont à leur place de moutons, de panurges, comme tu disais hors antenne tout à l'heure, et de soumis de la crèche ou de rabbis de la crèche. Et même, il y en a un qui m'a rejoint sur ma croisade anticatholique, puisqu'on sait que je suis farouchement anticatholique. C'est notre ami Christian Combaz, qui fait des vidéos très sympas en pleine campagne, là, qui s'appelle Le Campagnol. Et Christian dit, voilà, les catholiques sont d'accord avec le nombre de la bête. Donc, le monde d'après, c'est le code QR, le téléphone portable. Moi, je n'ai que ça, donc je ne sais même pas comment je vais faire. Et le tatouage, comme disait tout à l'heure un gars qui a été repris par Égalité Réconciliation, je crois, les premiers vaccinés de janvier et février vont se faire prendre la première piqûre de rappel. Donc, en fait, comme on le sait avec Pfizer, Macron et le reste, on va avoir des piqûres tous les 3 mois, de plus en plus souvent, jusqu'à ce que les mecs soient morts ou on ait marre. Et quand je dis sois mort, évidemment, je ne dis pas que le vaccin est dangereux. On est bien d'accord, hein, Gilbert. Je dis jusqu'à leur mort, en ce sens que je l'ai dit, tout le monde m'avait parfaitement compris. Confirmation de tous mes livres et je recommande mes livres parce que j'ai besoin d'argent avec ma femme pour mener une vie encore plus agréable. Merci. Est-ce que tu as une question à poser? Je dois continuer le monologue comme dans une mauvaise pièce de Beckett, pas de Beckett, mais de Beckett. Et donc, c'est Estragon et Vladimir qui attendent Godot. Alors, ça aussi, c'est assez marrant, cette attente de Godot chez les antisystèmes. Oh, mais il va y avoir la révolution. Oh, mais le peuple va se réveiller. Oh, mais la France va brandir la lumière du monde, comme disait le général de Gaulle. Alors, justement, je relisais Tocqueville là-dessus. La révolution de 1848, je laisse de côté ça, mais enfin, il explique pourquoi les ouvriers se battent et se font tuer. Il dit ces gars-là ont une motivation idéologique, le socialisme à l'époque, parce que ce n'est pas le Parti socialiste d'aujourd'hui. Ces gars-là ont une formation militaire extrêmement forte. C'est prêt à mourir avec eux. On se souvient aussi du personnage fabuleux de Gavroche de Victor Hugo. Et enfin, ils ont eu un entraînement militaire, souvent dans la garde nationale. Tout cela, on en est loin. Hein. Avant de nous parler de révolution, il faut expliquer comment ça se fait une révolution. Et comme disait le général Patton, on ne devient pas un héros en mourant pour sa patrie, mais en tuant pour sa patrie. Tu sais, c'est le début du fameux film qui a été écrit par Coppola, Patton, avec George C. Scott. Il commence son discours devant un énorme drapeau américain et j'ai toujours adoré cette phrase. On ne devient pas un héros en mourant pour sa patrie, mais en tuant pour sa patrie. Et ça me paraît évident. Donc, le gars qui se contentera de la manifestation et qui dira on va faire comme ça, c'est très bien. Alors maintenant, il reste la stratégie annoncée par Florian Philippot. Moi, je le soutiens toujours, hein, de toutes les manières, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup Florian et ce qu'il a fait est magnifique et plus on le critique ou plus on le méprise, plus je l'estime. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il faut faire du boycott. Alors le boycott, d'abord, il faut voir combien de gens boycotteront parce que le nombre de non-vaccinés diminue beaucoup, comme tu le sais. On est passé de 15 non, on était à 50%, là on est à 65% de vaccinés, on va arriver à 80% assez vite et on va rester une infime minorité en France, comme en Italie, comme en Espagne, pour parler des 3 pays que nous connaissons très bien et où nous vivons, toi et moi.
Donc, le boycott, à mon avis, sera de moins en moins efficace. Il peut être efficace dans un premier temps parce qu'actuellement, si les chiffres baissent, c'est que tout le monde n'a pas encore le pass. Il faut être un peu patient avec le français. Il finira, comme le parfait mouton de Franju du sang des bêtes, par faire ce que le système lui demande et par se faire son code QR pour montrer qu'il est bon citoyen. À ce moment-là, le boycott sera de plus en plus faible et de plus en plus inefficient par rapport aux propos soi-disant révolutionnaires que l'on veut imposer à la petite masse des antisystèmes. Alors justement à ce propos, je regarde les vidéos de Richard Boutry et Boutry a fait une vidéo amusante. Il est allé dans un centre Covid où on avait enfermé des enfants. Je fais aucun commentaire sur ça. Hein. On n'en est plus là, ni toi ni moi. Mais ce qui m'a amusé, c'est qu'il a interrogé 5 ou 6 personnes. Tu sais, il fait le journaliste un peu bête qui sait très bien ce qu'il vient faire. Et puis, comme il est face à des imbéciles, il dit « Ah bon, et qu'est-ce qui se passe ici? Ah bon, moi je suis un ami des parents. Ah bon, et c'est ça. » Mais ce qui m'a frappé, c'est que personne ne connaissait Boutry. Personne. Alors ça, c'est typique des antisystèmes. Ils croient que comme ils sont 100 000 ou 200 000 à cliquer sur un site, tout le monde pose comme eux en France. Ça, c'est une erreur, mais colossale et un triomphe dans la communication du système. Le virtuel de la communication dans lequel nous nous enfermons, que ce soit pour ton émission avec Zoom, que ce soit sur Réseau International, que ce soit sur Égalité, Réconciliation, etc., te fait croire que tu es suivi par la masse de la population. Et quand il y a 50 000 personnes qui se réunissent dans la rue, dans ta tête, ça devient 500 000 ou 2 millions, et ensuite on dit, mon Dieu, la révolution va commencer. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai connu 1 million de Français dans la rue, j'ai connu 2 millions de Français dans la rue. La manif dans les années 80 pour l'école libre, il y avait encore une France un peu traditionnelle, un peu catholique, un peu provinciale, qui voulait son école libre. Depuis, ils s'en foutent, ils se foutent de tout, les Français. Ils sont passés en mode turbo postmoderne. Et le mode turbo postmoderne, c'est se foutre de tout. C'est se foutre de la vie, de la santé de ses enfants, de la santé de ses vieux, sauf peut-être du chien, parce qu'il faut ramasser ses merdes matin, midi et soir maintenant. Mais le gars se fout de tout. Il se fout même de sa santé, puisque finalement, ils n'ont rien lu de ce qu'on leur avait donné là-dessus. Mais bref, je disais, j'avais 2 ou 3 millions de gens qui étaient dans la rue à l'époque. Maintenant, on ne les a pas. On a quelques milliers de gens pour la prise de décision la plus scandaleuse sur le papier, juridique au moins, de l'histoire du monde. Et évidemment, une fantastique collaboration de tous les corps, type médecin, avocat, type enseignant, type juriste, qui n'en ont rien à foutre, qu'on prive les gens de toute leur liberté. Parce que, comme disait notre ami Le Vigan, moi je lui ai dit, parce qu'il m'a appelé, il revenait de Bretagne, où il a eu que de la pluie et des hôtels à 120 €, il s'est fait torcher de tous les côtés, etc. Mais je lui ai dit, mais est-ce que les gens râlent contre le pass sanitaire? Il m'a dit, non, les gens n'ont qu'un seul souci, le prochain variant. Le problème qu'on a, c'est que les gouvernements ont réussi, au moins en Occident, à gouverner par la peur. Les gens ont peur. Oui, on a parlé évidemment de la peur instillée par les gouvernements. Alors maintenant, il faut voir les liens d'affaires qu'ont ces gouvernements avec l'élite du business qui contrôle la planète. Sans faire de conspiration, là, on fait de la théorie de la constatation et on sait par exemple que Macron était lié à KPMG et que Macron a réuni en affaires Pfizer et Nestlé. Nestlé qui appartient aussi à la fille Bettencourt, qui s'appelle Bettencourt-Meyers et qui est de nationalité israélienne. Là, le fils Fabius, on sait aussi qu'il travaille au cabinet McKinsey, Victor, et il est aussi au cabinet McKinsey comme le fils de Van der Leyen. Donc tout cela, évidemment, banalement revient à une espèce de jonction entre les intérêts politiques et les intérêts financiers, comme dans n'importe quel film de série B américain ou comme n'importe quel feuilleton. Donc tout cela aurait dû arriver à la conscience du public, puis le public, ça ne l'intéresse pas la vérité, et le public, ça ne l'intéresse pas la liberté qui va avec, y compris chez les cathos qui croient qu'ils ont une âme. Donc, ça, c'est une simple constatation que je fais. Je ne fais aucune conspiration. Maintenant, cette marque de la bête dont tu as parlé assez justement, Combase, il faut quand même préciser une chose, quand je peux y vendre. Mais là, c'est tu ne pourras pas acheter. C'est pas que tu pourras acheter, c'est que tu ne pourras pas acheter. Et on va te censurer peu à peu parce que tu n'as pas accès aux terminaux de paiement, toutes tes possibilités de survie. Il y a ceux qui veulent échapper à l'eau, à la facture d'eau et à la facture d'électricité, puisque comme tu le sais, ils ont des logiciels de plus en plus sophistiqués, ils peuvent te contrôler aussi. Et puis si tu n'es pas vacciné, ils peuvent te couper l'électricité maintenant. Donc qu'est-ce qui nous reste?
vivent quasiment comme des hommes des bois. Mais seulement, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas dans l'Antiquité, on n'est pas à l'époque où il y avait 10 millions de Gaulois en France, il y a 70 millions de Français. Donc, je ne vois pas tellement comment on peut faire dans des pays surpeuplés comme les nôtres l'homme des bois. D'autant que, comme tu le sais, le survivalisme se fait de plus en plus suivre juridiquement, contrôler, et il est de plus en plus de jouer à Rambo, à Rambo dans la forêt. Il y a eu un article assez intéressant d'ailleurs dans Zero Hedge de Watson qui disait que les milliardaires s'installent maintenant dans leurs bunkers et dans leurs résidences de luxe, comme celle que j'ai décrite dans mon livre La bataille des champs patagoniques. Dans les îles Fidji, par exemple, il parlait de Larry Page, le fondateur de Google. Donc tout cela, en effet, crée une société de dystopie futuriste comme celle d'un mauvais film. On en a déjà parlé, toi et moi, des films les dernières fois. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est The Island, parce que là aussi, il y a quand même une assez bonne vision, interdiction de la distanciation. On peut aussi parler de Demolition Man. Mais bon, on a aussi ces territoires qui deviennent de plus en plus interdits. Et Watson disait qu'en fait, ce que je dis moi depuis le début, la vraie cible des oligarques et des milliardaires qui contrôlent la pharmacie, l'informatique et qui contrôlent les gouvernements, la vraie cible des GAFAM, entre autres, c'est la moyenne bourgeoisie ou les millionnaires en euros, les millionnaires en dollars. Ceux-là, ils ne les veulent plus, ni à Tahiti, ni aux îles Fidji, ni dans les hautes montagnes. Ils veulent être seuls. On est dans une formulation qui me rappelle assez mon feuilleton préféré des années 80 avec Miami Vice. C'était Supercopter. À chaque fois, à chaque épisode, on a un milliardaire fou. Il y en a un notamment qui s'appelle Horn. On a un milliardaire fou qui veut son armée privée, qui veut sa principauté, son île privée, etc. Et là, on a aujourd'hui des gens qui ont de telles centaines de milliards de dollars à dépenser qu'ils peuvent tout se payer et acheter les hommes politiques, acheter les médias et acheter les cerveaux des gens qui ne savent pas quoi faire de leur cerveau, pas plus que M. Faust ne savait quoi faire de son âme, et qui décident en effet de brader tout cela aux gars qui maîtrisent la matrice et les réseaux. La situation donc devient complètement catastrophique. On ne sait pas si cette vidéo de toute manière sera permise, aussi si tu devras la remettre ailleurs. Et puis, on a une opinion publique avec un cerveau qui rétrécit. Je reviens à cette image que je donne de l'homme qui rétrécit, l'histoire du Shrinking Man de Jack Arnold de 1956, et de Nietzsche, qui parle quelque part aussi dans Zarathustra, à la fois du citoyen superflu, qui est venu avec l'État et qui ensuite va accompagner l'État dans toutes ses extravagances modernes. Il en parle ça dans la fameuse passage sur la nouvelle idole. Et puis Nietzsche parle aussi des maisons qui rétrécissent, et parce qu'il y a une espèce de taille des gens qui rétrécissent. C'est presque un passage de science-fiction dans Zarathustra, comme assez souvent d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, en effet, rétrécissent tellement mentalement, intellectuellement, qu'ils acceptent tout. Moi qui te parle, je n'ai plus de contact avec plein de gens. Ils ont compris contre quoi je roulais. Moi, j'ai compris pour qui ils roulent eux. Donc, c'est fini. Et ça peut aller jusqu'à la famille. C'est-à-dire qu'on se retrouve seul, comme dans mon film préféré, l'invasion des profanateurs de sépulture. À la fin, il est tout seul. Et il faut se préparer à dire à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos résistants, préparez-vous à être seul. Et j'en arrête là pour aujourd'hui. Alors, par contre, pour confirmer ce que tu dis, je mets mon masque parce que nous, on suit les ordres. On suit les ordres. Et donc, nos vidéos maintenant sont sur YouTube, mais ils sont aussi sur Dailymotion. Et à la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Merci. À bientôt. Allez.